Et c'est le décryptage du dimanche. Nous le consacrons ce soir à une semaine qui s'annonce très chargée sur le front géopolitique et stratégique russe, américain, iranien, syrien. Les discussions seront engagées pour un nouveau plan contre Daesh. Vladimir Poutine doit prononcer un discours à ce sujet demain à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est aussi le retour en force du maître du Kremlin, qu'on le veuille ou pas. On en parle avec nos invités ce soir. Pierre Laurin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de la Russie. Avec nous également ce soir François Durper, bonsoir. Bonsoir Sonia. Historien, spécialiste des États-Unis. Alors messieurs, avant d'entrer dans les détails des négociations entre les différentes parties qui se déroulent en ce moment, est-ce qu'on peut affirmer, Pierre Laurin, que c'est le retour cette semaine sur la scène internationale de Poutine, qu'il a renversé le jeu ? Oui, je crois qu'il a renversé, non pas le jeu réellement, mais du moins la charge de la preuve. Jusque-là, c'était lui qui devait, d'une certaine manière, montrer patte blanche, essayer de s'accommoder des critiques qui lui étaient faites sur la crise ukrainienne. Maintenant, il se trouve dans une autre position, qui est une position où il dit aux Occidentaux, bon, parlons de choses sérieuses, nous avons un ennemi commun qui est l'État islamique. Alors de deux choses l'une, ou bien on y va tous ensemble et on résout le problème, ou bien j'irai seul avec mes alliés qui sont Bachar el-Assad, l'Iran et d'autres pays qui sont prêts à participer dans la zone proche-orientale. Et dans ce cas, si nous arrivons à nous débarrasser de l'État islamique, eh bien vous serez les perdants, vous autres occidentaux. Oui, François Durper, c'est vrai, les cartes sont entre les mains un peu ce soir, enfin pour ce début de semaine de Vladimir Poutine. Moi, je prendrais pas le jeu de cartes comme analogie, mais un jeu cher aux Russes que sont le jeu d'échecs, qu'est le jeu d'échecs. Et on dirait que là, du coup, Obama joue avec les Noirs, c'est-à-dire qu'il attend. C'est aujourd'hui Poutine qui... Alors vous savez, là, évidemment, tout a été balisé. On parle souvent des relations entre Poutine et Obama en oubliant que derrière, il y a des relations. Alors on s'amuse à dire qu'ils se sont pas vus depuis novembre 2014, qu'ils se sont passés que 2 coups de fil dans l'espace. Sauf que, oui, bien sûr, c'est même très froid, sauf qu'il n'y a pas que Obama et Poutine dans la relation entre la Russie et les États-Unis. Il y a John Kerry déploie. Oui. Il y a Lavrov, il y a aussi les ministres respectifs de la Défense qui se parlent, qui discutent entre eux, mais indéniablement, il y a toujours l'idée que Poutine, il peut quand même sortir quelque chose de son discours, il peut toujours y avoir une surprise chez Poutine. Et donc, il y a du côté, on en parlait avant l'antenne, on discutait déjà, je demandais à Pierre Laurin, est-ce que Obama, je me pose la question, est-ce qu'il a un complexe de supériorité ou d'infériorité par rapport à Poutine ? Et on se disait, peut-être qu'il a un complexe d'infériorité personnelle. Poutine est quelqu'un qui impressionne, même s'il est beaucoup plus petit qu'Obama, mais il impressionne, et il a un complexe de supériorité d'État à État. Il y a toujours l'idée chez les Américains que, on arrête de se faire peur, c'est quand même que la Russie. Et le vrai géant, et vous savez ce qu'on se dit dans l'entourage d'Obama, on appelle la Russie le vrai faux géant. Oui. Le vrai géant, c'est la Chine. Sauf que la Chine n'est pas loin, et que si on échoue dans la coalition avec la Russie, effectivement le scénario parallèle c'est pas seul, c'est on va dire la coalition parallèle. Oui, S'il fait une coalition parallèle, oui. et s'il fait une coalition parallèle, est-ce qu'il a fait avec l'Iran, est-ce que c'est une coalition restreinte ou est-ce que c'est une coalition élargie, et là serait le tragédie pour les Américains, qui irait jusqu'à la Chine. N'oublions pas que la Chine, elle est pas loin, et là il y a 10 000 soldats chinois à Djibouti, la base djiboutienne. Exact. Il y a ces accords militaires avec la Russie, il y a une intégration avec la Chine qui est aussi l'un des enjeux de la discussion de demain. Non, mais c'est très bien de le rappeler, mais pour les auditeurs, Pierre Laurin, quelle est selon vous la position américaine vis-à-vis de Poutine ? Parce que quand même, depuis plusieurs jours, Washington dénonce la présence militaire russe sur le terrain syrien et dénonce le soutien russe à Bachar el-Assad. Est-ce que maintenant, il serait prêt, Barack Obama en tête, à coopérer avec ce même Poutine ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix, effectivement. Lorsque l'on parle de la Chine, il ne faut pas oublier qu'au printemps, il y a eu des manœuvres navales russo-chinoises en Méditerranée, au large de la Syrie, que actuellement, il semblerait qu'il y ait une force navale chinoise qui soit prête à revenir en Méditerranée. Donc, la possibilité d'une coalition impliquant non seulement la Russie et les pays du Proche-Orient, mais une coalition plus large existe. Maintenant, je n'y crois pas trop parce que ce n'est pas réellement l'intérêt de la Chine de s'impliquer réellement dans ce dossier. Mais elle constituera un
soutien évident pour Poutine. En ce qui concerne les Américains, je crois qu'aujourd'hui, ils jouent avec les Noirs. Ils sont obligés de réagir au coup de Poutine qui a les Blancs. Oui, c'est ça. Et comment, François Durper, Obama peut réagir? Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas un va-t-en-guerre, hein, on le dit depuis des années, effectivement, maintenant. Donc, est-ce que, face à Poutine, qui semble assez déterminé, il a un match important à jouer? Il y a là. une difficulté, c'est que une coalition intégrée, comment ça pourrait se passer? Est-ce que Poutine va accepter de mettre ses troupes russes sous la direction, le commandement américain? C'est totalement surréaliste. Est-ce que, dans le même temps, les Américains vont accepter de laisser le commandement à d'autres qu'eux? C'est également totalement surréaliste. Donc il y a des difficultés. Il faut qu'il garde le leadership, Obama. Mais puis il y a quelque chose. Mais à minima, il faut quand même qu'il y ait un minimum de coordination, parce que si on fait même des frappes aériennes, faut quand même que l'espace aérien, si vous n'avez pas un minimum de coordination, simplement les avions peuvent même se télescoper. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de coopération sur le plan de aérien. Mais il y a une dernière chose qu'on n'a pas. Il y a une chose en tout cas qui est importante. C'est la politique intérieure américaine. Barack Obama, il a déjà tendu la main aux Cubains. Il a déjà tendu la main aux Iraniens. Vous imaginez, il est en cohabitation avec son congrès républicain. Cuba, l'Iran et à la fin des fins, la Russie, ça ferait beaucoup pour la majorité parlementaire qui est aux États-Unis républicaine et qui se dit, là vraiment, Obama nous a montré qu'il n'était pas un leader. Vladimir Poutine l'a bien compris. Oui. Je crois qu'il l'a compris. Maintenant, il y a tous les républicains ne sont pas forcément anti-russes. Et lorsque Trump, dans un discours récent, explique qu'il faut laisser les Russes s'occuper de la Syrie, je crois qu'il y a pas mal d'Américains qui raisonnent de la même manière en disant qu'est-ce que nous allons foutre là-bas, passez-moi l'expression, autant que ce soit les Russes qui reviennent dans des sacs en plastique. Je crois qu'il y a cela. Des représentants et des sénateurs du Congrès américain, Trump est quand même très très marginal sur cette question-là, et quand même plutôt hostile à la Russie pour des raisons très anciennes, ne serait-ce que générationnelles. Ils ont quel âge? On dit tout le temps, ils sont très jeunes, les sénateurs américains. Non, ils sont même plus âgés que les sénateurs français. Et simplement, ils sont issus de cette période de la guerre froide. Donc quand vous leur dites Russie, c'est une manière pour Obama de dire non, je vais pas être soft sur cette question-là. Exact. Pierre Laurin, une question sur l'axe Poutine-Assad. On dit que beaucoup ce qui motiverait Vladimir Poutine, c'est le maintien de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est vraiment aussi clair? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts plus importants géopolitiques que finalement Bachar ou un autre, tant que le régime tient, c'est ce que veut Poutine? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Si le but de la Russie était de défendre Bachar el-Assad, je pense qu'elle serait déjà sur place avec les mêmes moyens, disons, depuis un certain temps. Là, c'est tout récent. Et c'est tout récent parce que la situation est en train de devenir dramatique pour la seule force qui résiste réellement, non seulement à l'État islamique, mais également au front Al-Nosra, qui est l'équivalent de Al-Qaïda sur place. Et effectivement, Bachar el-Assad est en train de perdre la partie. Or ça, c'est inadmissible, non seulement pour la Russie, mais également pour les pays du Proche-Orient. Si l'État islamique gagne en Syrie, le Liban est perdu. Ça, c'est très clair. Et si le Liban est perdu, Israël a beaucoup de soucis à se faire. C'est un acteur dont on parle peu, Israël. Pourtant, Dieu sait qu'il est impliqué dans cette région, qu'il regarde de très très près ce qui se passe. Oui, absolument. Et je crois qu'actuellement, ce que l'on voit du côté d'Israël, c'est un accord tacite avec la Russie, parce que même si Bachar el-Assad est l'ennemi d'Israël, ou si Israël considère Bachar el-Assad comme son ennemi, elle préfère tout de même un ennemi qu'elle parvient à maîtriser depuis des décennies maintenant, plutôt que une bande de fous qui est incontrôlable, absolument incontrôlable. Oui. À vous entendre en fait tous les deux, et il y a tout pour qu'ils deviennent des alliés objectifs, Poutine et Obama. C'est peut-être ça la question, c'est qu'au-delà de toute la dimension symbolique des deux côtés, il y a simplement, ce sont déjà deux hommes qui sont des pragmatiques en matière de politique étrangère. Et là, ce qui conditionne, c'est pas tant les stratégies initiales que la situation sur le terrain qui est extrêmement dramatique. Les Américains
Américains s'aperçoivent, se rendent compte, quand je dis les Américains, je ne parle pas des états-majors, mais bien maintenant de l'opinion publique américaine qui est en train de réaliser, il y a peu de temps, l'anniversaire du 11 septembre, il y a eu une tribune, notamment dans l'ancien maire de New York, qui disait, mais c'est pas de l'histoire le 11 septembre, il y a encore des menaces. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore sur la planète, et il parlait évidemment des djihadistes, des menaces. Et donc là, c'est ça qui peut peut-être accoucher de quelque chose qui va se créer à partir de demain, qui a été déjà balisé au cours des dernières semaines, et qui pourrait être l'embryon d'une coalition internationale contre. Et puis il y a la situation libyenne. Il en parle beaucoup, Vladimir Poutine. Il prend cet exemple-là pour dire, regardez le vide il ne veut laissé surtout pas que ça en se Libye. reproduise en Syrie comme ce qui s'est passé avec Kadhafi. L'exemple à contrario, c'est le fait, regardez, vous étiez plein de bonnes intentions, et même la Russie à cette époque vous a laissé faire. Elle n'a pas mis son veto au Conseil de sécurité. Et voilà ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Bon, il y a certains en France qui sont très fiers. Oui, l'une des craintes éventuellement, donc c'est pour ça qu'il y a pour l'instant toujours uniquement des opérations aériennes et pas d'opérations terrestres, c'est la peur quand même, le traumatisme. Les deux pays sont traumatisés. La Russie, évidemment, par l'Afghanistan, et puis les Américains, mais c'est pas, les Américains aussi par l'Irak. Oui, les cercueils qui reviennent. Je suis d'accord pour les États-Unis, parce que les États-Unis, on a en place un président qui a fait sa campagne, et que c'était pas de la politique étrangère. Voilà, et c'est de la politique intérieure. C'est je vous ramène les frères, je vous ramène les maris. Donc il va pas en toute fin de mandat engager les troupes sur le terrain. Pour ce qui est de la Russie, j'en suis beaucoup moins sûr. Cette analogie fait avec l'Afghanistan. Il faut se rappeler quand même qu'en Afghanistan, la Russie était un peu seule contre le reste du monde. Là, il s'agirait d'une Russie impliquée au sein d'une coalition. Donc il n'est pas du tout sûr que l'opinion publique russe se dise, voilà, c'est un nouvel Afghanistan. On est là sur des dimensions très différentes. Messieurs, est-ce que tout cela ne signe pas, selon vous, là c'est une question plus générale, l'échec de la stratégie, de la vision américaine au Moyen-Orient ? Depuis des années, vous vous souvenez de cette idée du grand Moyen-Orient ? Quand on voit le tableau aujourd'hui, il est apocalyptique. Oui, il est apocalyptique, effectivement. C'est-à-dire que il y avait en 2003, les Américains ont voulu se débarrasser de Saddam Hussein et ils ont réussi, en pensant que débarrassés du dictateur, ils allaient pouvoir effectivement introduire au Moyen-Orient une autre gestion politique. Ça a échoué. Et depuis cette époque, ça me fait penser à la formule du cardinal Bossuet qui disait Dieu se rit des hommes qui détestent, je me souviens plus exactement, mais qui détestent les effets dont ils chérissent les causes. Oui. De l'espoir quand même, donc, finalement, pour cette semaine, François Durper, pour conclure aussi, non ? Sur cette semaine, c'est très compliqué. On se reparle. Voilà, il faut se reparler. Non, mais on se reparle, déjà. On s'est détesté, on se reparle. Oui, mais on sait ce qu'on a commencé par dire. On s'est toujours parlé. Mis à part Obama, Poutine, la relation entre la Russie et les États-Unis a continué. Et donc, évidemment, à partir de demain, on rentre peut-être sur un nouveau chapitre. Ça, c'est clair. Merci François Durper et Pierre Laurin d'avoir participé à ce décryptage donc du dimanche soir.